à propos d'Express. Alors d'abord, c'est facile, on va faire une présentation Express. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Beaucoup de questions, je vois. Donc, Express, qu'est-ce que c'est? Express, on va dire, c'est un framework au-dessus, autour d'un serveur HTTP, qui est là pour vous donner accès donc, au serveur HTTP, qui est là aussi pour vous donner accès à notamment des fonctions de routage. Et donc, grosso modo, c'est la meilleure définition qu'on puisse en donner. C'est pas simplement, enfin, si je faisais une analogie, ça serait pas forcément comme Apache, vous avez Tomcat qui s'en rapproche un petit peu plus, mais c'est quand même un petit peu différent. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une surcouche de surcouche. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Vous avez HTTP qui est un module fourni par Node en natif. Vous n'avez rien besoin d'installer par Node pour avoir accès à HTTP. HTTP, ça fait quoi? C'est facile, ça vous permet d'envoyer des requêtes HTTP, de recevoir des requêtes HTTP et de manipuler ces requêtes. Au-dessus, il y a un module Connect qui a été développé qui permet notamment de faire des middleware. Middleware, c'est un concept qui a pas mal été connu grâce à Ruby et qui permet, on va voir plus tard avec des exemples, qui permet de choper une connexion, de faire un traitement, de relancer la connexion plus tard, enfin, pour être rechopé à nouveau par un autre morceau du programme. Et ça s'intercale comme ça, d'où le nom de middleware. Et encore au-dessus de Connect, vous avez Express, qui permet de rajouter à tout ça des vues, et donc, la gestion des vues, un render sur une vue, qu'elle soit de n'importe quel moteur de template, ainsi que des routes. Voilà. Alors oui, il faut quand même voir une chose, c'est que c'est de l'héritage au sens quasi strict du terme, c'est-à-dire que vous avez accès aux mêmes méthodes de Connect dans Express, quasiment. Vous avez accès aux mêmes méthodes d'HTTP dans Connect dans Express. Par exemple, dans Express, on utilise très souvent, je sais pas moi, par exemple, express.compress. Express.compress, en fait, vous avez aussi connect.compress, exactement la même méthode. Voilà, donc je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment démarrer avec Express, pour les différentes fonctionnalités. Donc tout d'abord, on a un environnement. Alors ça c'est la base de la base. Okay. Vous avez donc un web fichier qui va servir de racine, que vous allez démarrer avec Node. Dedans j'ai fait quoi? J'ai Require Express que j'ai installé avec un npm install. Plus gros, Étienne, on ne lit pas bien. Ah, désolé. Okay. Ok, c'est pas le bon raccourci. C'est mieux? Ah. Ok. Donc, vous faites un Require Express, ok. Vous exécutez Express, ça vous renvoie une variable, un objet qui s'appelle, que vous pouvez appeler généralement app. Et donc dedans, on a plein de choses, notamment on a accès à un objet settings. Si vous êtes en environnement de développement, vous pouvez faire un certain nombre de choses. On veut en gros très facilement dissocier un environnement de développement, un environnement de production. Donc l'environnement de développement, l'environnement en question, la variable env en question se situe, en fait c'est la variable process.env de Node. Soit il existe, et auquel cas il vous met ce qu'il y a dedans, soit sinon c'est development par défaut. Voilà. Donc par exemple ici, quand je suis en développement, je vais décider d'exécuter un logger qui va loguer les connexions. Je vais vous montrer après un peu comment ça fonctionne. Voilà. Ensuite, vous avez un express statique. Alors, statique, c'est quoi? C'est en fait un middleware. Je vous explique après dans les middleware, mais ça permet en gros de fournir de manière statique des fichiers. Donc là, je dis, va chercher le dossier public qui est à la racine. Donc on voit ici, ce dossier public, tout ce qui est contenu dedans, sert-le de manière statique, un peu comme un Apache. Faites une requête vers, je sais pas, toto.html, toto, s'il est dans
Si vous faites public /loto, vos fichier sera immédiatement servi. .get. Get, c'est une méthode qui va intercepter les requêtes get. Donc là, on prend tout ce qui arrive à la racine. Et on a une fonction de callback qui contient la requête et un objet de résultat. Et on dit en résultat, envoie-moi le fichier index.html. Donc quand j'appelle mon localhost, simplement, il va me renvoyer le contenu du fichier index.html. Donc là, on met toutes les règles. D'abord, on met toute la configuration un peu d'Express. On met les middleware. Et après, on met en gros les routes. Là, on a une seule route, la route vers la racine. Voilà. Et quand on a fini, on a simplement à faire un app.listen du numéro du port. Et paf, vous avez un serveur qui marche. Donc là, j'ai mis un exemple pour continuer après la presse de Node. J'accède par exemple à process.org pour récupérer ce service de commande. On peut avoir accès à l'environnement avec une variable d'environnement. On peut directement mettre un paramétre. Bref, absolument rien d'exceptionnel, mais c'est la base de la base. Si vous exécutez ça, alors avec un index.html on ne peut plus vide, vous allez avoir ceci. Donc, maintenant je vais évoluer. Alors c'est simple, j'ai un petit Mercurial qui va me permettre de vous montrer des blocs de code. Tout ça, ça va évoluer au fur et à mesure. Et je démarre un autre monde en arrière-plan qui va démarrer le serveur et qui va watcher les fichiers du projet. Et dès que ça change, il va relancer le serveur. Donc c'est parti. La prochaine étape. Donc la prochaine étape, là je vous ai montré comment servir un fichier tout bêtement. Maintenant on va se dire ok, ces fichiers on va plutôt les générer, on va les créer. Donc pour les créer, on utilise des vues. Alors les vues, c'est simple, vous avez donc deux app.set qui sont importants à connaître, app.set views, dans lequel vous allez donner le nom du dossier dans lequel sont situées vos vues, et View Engine, qui est donc le moteur de templating qui va en gros prendre une template dans ce dossier, dans le dossier views, la compiler et ensuite vous la servir. Donc au-dessus, j'ai mis en commentaire une ligne qui ressemble un peu à celle d'en dessous. Enfin, une ligne en gros, c'est app.engine. App.engine, c'est quand vous avez des moteurs de templating qui ne sont pas nativement, enfin qui ne gèrent pas nativement Express. Là, vous avez par exemple une méthode double_express à l'intérieur de Jade. Ça signifie que, qu'est-ce qui va se passer? Express va regarder quel est le fichier qu'on lui demande de charger. Si ça finit par .jade, il va chercher si on a require un .jade. Enfin, s'il peut require un .jade dans le projet. Si oui, il require, il regarde à l'intérieur si c'est une méthode double_express, et si oui, il utilise la méthode double_express. Donc dans le cas de Jade, c'est très facile, ça marche tout seul. Dans le cas d'autres moteurs de template, vous pourriez avoir besoin d'utiliser cette syntaxe-là, donner en gros l'engine à utiliser. Et dans la doc d'Express, vous avez notamment le lien vers un petit programme supplémentaire, une petite dépense supplémentaire qui est capable de vous donner vraiment des méthodes automatiques pour la quasi-intégralité des moteurs de template existants. Voilà. Ensuite, donc, bon, là, il n'y a rien d'autre qui a changé. J'ai juste donné le dossier des vues et j'ai dit que mon engine, c'était Jade. Donc maintenant, j'ai viré mon index.html, j'ai un index.jade. Donc si vous ne connaissez pas Jade, je vais vous faire une rapide introduction, c'est très facile. C'est un moteur de templating. Un excellent moteur de templating dans le sens où ça ne template que du HTML. Par contre, il permet de vous donner une syntaxe extrêmement sexy pour écrire du HTML. J'ai tendance à l'utiliser un peu partout. Voilà, c'est exactement le même contenu, à part qu'il y a une variable title qui va être remplacée. Et voilà, ça fait la même chose, incroyable. C'est normal. On n'a rien changé, on a juste utilisé Jade, qui a généré le fichier index.html qui était identique. Passons à l'étape d'après. Alors dans l'étape d'après, on va rajouter quelque chose. C'est un préprocesseur CSS. Donc pareil, je ne fais pas ça de manière anecdotique, c'est surtout pour vous montrer comment fonctionnent les middleware. Donc dans un middleware, attendez, c'est bon. Là, j'ai rajouté un middleware, ligne 18. On voit app.use. Alors, un middleware, ça donne un app.use. En fait,
C'est une méthode, c'est une fonction qui prend 3 arguments, rec, res et next. Qu'est-ce que ça fait? C'est comme un .get par exemple. Vous utilisez la requête, vous utilisez l'objet de résultat. Une fois que vous avez fini d'utiliser ces deux objets, vous pouvez appeler next pour relancer l'appel qui va être catché par un prochain app.use d'un projet ou un app.get ou un app.post ou un app.delete ou n'importe quoi de ce style. Et on peut comme ça les mettre les uns après les autres. Ce qui fait que l'ordre d'appel d'un middleware est très très important. Donc ça c'était un exemple. Par exemple, mon middleware ici, il va faire un console log de la méthode de la requête et l'URL de la requête avant de continuer son petit bout de chemin. Donc si ici, je fais un reload, j'en ai fait 2, et que vous allez voir ici, le serveur avait démarré ici, vous avez un get slash ici, qui est l'appel de mon middleware. GetMain.css est le même appel à mon middleware, etc., etc. Voilà, alors vous allez me dire pourquoi c'est écrit en double. C'est simple, c'est écrit en double parce qu'on est dans un environnement de développement et on avait déjà mis un middleware qui faisait ce travail ici, .use express.logger. Express.logger, c'est un middleware qui log simplement les requêtes. Voilà, ça c'est pour vous montrer vraiment le détail d'un middleware. Et en dessous, on utilise un autre, stylus.middleware, qui va en fait intercepter les appels au fichier CSS. Il va regarder si un fichier du même nom existe avec une extension .style, et si oui, il va la compiler pour créer le fichier CSS en question. C'est un peu comme Jade qui va vous créer du HTML, là votre .style va vous créer du CSS. Donc je vais vous montrer un petit exemple de .style. Voilà, pareil, le .style, c'est la même logique que Jade, c'est-à-dire on vire les accolades, les 2 points, les points virgules et toutes ces saloperies-là. Ça permet d'écrire beaucoup plus vite, de manière plus concise, et ça vous rajoute à peu près tout le sucre syntaxique que vous trouveriez dans les autres processeurs de CSS, dont on parle là, LESS, SAS et compagnie. Voilà. Passons à l'étape d'après. Alors, pas ici. Voilà. Donc maintenant, dans cette étape, on va mettre en place une to-do list. Alors c'est facile. Le fichier ici n'a pas changé, j'ai juste enlevé le petit middleware qui ne servait à rien. J'ai enlevé le app.get slash pour lui faire aller dans un autre fichier, dans une dépendance qui s'appelle to-do, okay, la méthode index, ici. Et donc la méthode index, elle fait quoi? Elle rend la template index avec l'objet qui va remplacer en gros les variables à l'intérieur de la template. Donc par exemple, dans index.jade, j'avais un objet title, enfin une variable title, la variable title se trouve dans l'objet qu'on donne à la compilation, qui est pas là, qui est ici. Voilà, title, my to-do list. Donc là je donne les tâches, c'est pour l'instant un array vide, qui va se remplir. Et donc mon but dans mon fichier .jade, c'est de rajouter un petit formulaire qui va appeler /save en post et qui va rajouter donc une tâche, okay, un simple input, voilà, avec un bouton submit. En dessous, je vais itérer dans toutes les tâches en question. On voit bien que j'ai accès à l'objet tâche pour afficher le nom de la tâche. Hop. Et enfin, donc /save, on regarde la route, ou là décidément, dans serveur. La route est là. Quand on poste sur /save, on appelle todo.save. Le truc au milieu, je vais revenir juste après. Et todo.save, ici, il va rajouter au tableau tasks un objet contenant une ID et le nom qu'on a trouvé dans le formulaire. Donc l'ID, je n'ai pas voulu casser la tête, j'ai pris une unique ID. Okay, vous avez un note du UID qui vous donne un identifiant unique. Et name, vous allez récupérer donc, ce qu'il y a dans le payload en fait, de la requête. Donc on va y accéder grâce à rec.body. Pourquoi on peut accéder à rec.body? Alors ici, vous avez mis un petit express.read ici. Donc, pour vous expliquer en détail qu'est-ce qu'il fait là, dans tous les app.get, post, delete, put et compagnie, vous pouvez mettre autant d'appels, autant d'arguments que vous voulez derrière votre route. Vous
pouvez mettre, en fait, chaque argument va être un middleware qui va s'exécuter uniquement sur cette route. App.use, c'est un middleware qui s'exécute sur toutes les requêtes. App.post, mon URL, et ensuite une liste de middleware. Les middleware vont s'exécuter que sur cette route-là. Donc là, en l'occurrence, on a URL encoded. URL encoded, c'est un middleware fourni par Connect qui permet de peupler rec.body. Il va regarder le payload de la requête, il va remplir. Voilà, tout simplement. Donc ici, j'accède ensuite à task, qui était le nom de mon champ, et je mets task par défaut si ça n'avait pas été rempli. Et enfin, je redirige back, parce qu'on était sur /save, je lui dis bon, maintenant tu retournes sur /, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Alors, URL encoded, vous allez me dire, il y a quelque chose qui existe déjà pour ceux qui connaissent, ça s'appelle body parser, ça permet à peu près de faire la même chose. Je répondrai oui. Body parser, en fait, c'est très simple, c'est une fonction avec 3 lignes. J'appelle le middleware URL encoded, j'appelle le middleware JSON, et j'appelle le middleware multipart. Donc c'est simple, il y en a un, il décode du JSON, il y en a un, il décode le payload pour rec.body, et le troisième qui permet d'utiliser des fichiers quand on envoie des fichiers. Le problème d'utiliser, alors d'abord, le problème d'utiliser body parser, les gens utilisent body parser avec app.use, quelle que soit la requête. Le problème, c'est que vous faites plein de checks inutiles. Et à ça, vous avez un autre problème qui est très 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 récurrent, je le vois tout le temps, c'est le middleware JSON. Le middleware JSON, il fait un JSON, un parse bête et méchant sur le payload. Ce qui est assez, si vous parsez une string vide, un undefined, un nul, ça plante. Et quand je dis ça plante, c'est le serveur entier plante. Toutes les connexions sont reset, plus rien ne marche. Voilà. Donc, quand vous avez du JSON, le plus simple c'est de faire votre propre petit middleware qui va tester si vous avez undefined ou quoi, avant de faire la transformation. C'est bête, mais c'est quelque chose qui fait que body parser, c'est un peu horrible à utiliser. Voilà. Passons à la suite. Donc, dans l'étape d'après, on a done, donc c'est très simple. J'avais mes tâches, je vais rajouter un lien pour dire ok, j'ai fait ma tâche, ok, donc je vais la supprimer du tableau. Donc si on regarde, j'ai un export.done ici qui va supprimer de tasks la tâche qui contient le même identifiant. Tout bêtement, exactement comme save. La chose que je vais montrer ici, c'est le rec.params. Alors, on va regarder la route. La route, vous avez un get sur /done /2.id. En fait, 2.id, c'est quoi? C'est un wildcard qui va choper ce qu'il y a après le slash et qui va dire ça. Je vais prendre en gros la valeur qui est là-dedans et la mettre dans rec.params.id, puisque j'ai demandé ce que ça s'appelle ID. Ça permet de très facilement récupérer en gros un bout d'URL et de faire du routage. Voilà. Une chose aussi qu'on peut noter, c'est que là, la route, j'ai une petite string. Si je veux, je peux mettre une regex. Si je veux faire des matchs un peu plus complexes. Et notamment dans la regex, je peux faire des groupes pour récupérer des morceaux de route. Okay, avec des parenthèses. Voilà. Donc ça, c'était assez rapide. Je vais quand même vous montrer. Je crois que ça fait un peu de temps que je ne vous ai pas montré ça. Là, vous aviez la tâche, on peut ajouter une tâche, alors on peut ajouter une deuxième tâche, supprimer les tâches, ça marche parfaitement. Le problème, c'est si j'ouvre un deuxième navigateur, le deuxième navigateur, il va faire la même chose, enfin il va m'afficher directement un zert ici, si je me connecte. Pourquoi? Parce que c'est la même variable qui est utilisée par le serveur. Le serveur, lui, il tourne en continu. On n'est pas du tout dans un modèle d'un Apache, par exemple, qui, à chaque connexion, va démarrer un moteur PHP vide. Là, pour le coup, vous avez un serveur qui tourne en continu, il a ses propres variables, dont des tasks, la liste des tâches, et si je demande d'afficher la liste des tâches, il prend la liste des tâches. Donc, la prochaine étape, ça va être quand même de dissocier ça, parce qu'un tel n'a pas accès à un autre un tel aux mêmes informations. Donc pour ça, on a besoin de sessions. Alors, on va regarder dans le serveur, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté ici d'autres middleware. Donc le cookie parser, c'est quoi? C'est simple, ça prend la requête,
ça va parser s'il y a un cookie dedans, et si oui, ça va peupler les cookies. Ça permet d'utiliser les cookies ensuite dans le rec. Express.session va démarrer une session, notamment on va donc pouvoir envoyer un cookie de session grâce à cookie parser, et va vous donner accès à un ID de session. Voilà, et maintenant donc, si je vais voir mon to-do, je dis maintenant que la tâche n'est plus une liste de tâches globale. Pour chaque tâche, c'est un tableau en fait, où chaque clé va être un identifiant de personne, donc un identifiant de session, qui contient lui-même un autre tableau qui est la liste des tâches. Donc j'ai juste rajouté ça sur tous les tasks, tout simplement. Plus un petit test, sûr que ça ne plante pas. Voilà, donc là ça fait la même chose, sauf que deux personnes différentes auront deux sessions ID différentes, donc pourront accéder à des listes de tâches différentes. Et enfin, petit bonus, j'ai pas beaucoup de temps, mais je crois que j'ai quand même le temps de faire ça, c'est de vous parler d'un autre petit middleware intéressant, ici, CSRF, qui vous est donné par Express, mais qui vous est aussi donné par Connect, derrière, qui permet de se protéger d'un certain nombre d'attaques de type CSRF. Donc pour ça, j'ai remonté URL encoded au niveau global, d'ailleurs j'aurais pu le supprimer là, il ne sert plus à rien, pour qu'on puisse parser le contenu de toutes les requêtes, ce qui permet à CSRF de regarder si vous avez envoyé un formulaire ou non. Globalement, pour se protéger d'une attaque de type CSRF, c'est très simple. Vous envoyez un secret, généralement donc une ID unique, dans un cookie au client, qui va garder ce cookie-là. Et à chaque fois que vous avez une requête sensible, vous allez remettre la valeur de ce cookie-là dans le formulaire, dans un input hidden. Vous pouvez aussi le mettre dans un header, si vous avez accès au header. Là, pour le coup, ça suffit de le mettre comme ça. Et le serveur, il va simplement, ici, avec express.csrf, vérifier que la valeur qui était dans votre cookie que vous avez envoyé est identique à la valeur que vous renvoyez de l'autre côté. Tout simplement. Si ça ne marche pas, il vous renvoie un forbidden. Et donc pour ça, ici, j'ai rajouté un petit middleware qui permet de stocker en fait dans un point local. Ce point local, c'est la liste des variables locales qui va être donnée au moteur de template. Je stocke le token dans les variables locales, ce qui permet ensuite de l'insérer de manière toute bête dans, ici, dans l'input hidden, value égale token. Voilà. Bon, ici. Hop. Alors, on avait parlé de tout ça. Il existe quelques petites alternatives à Express. Les plus connues sont celles que j'ai indiquées. Donc, globalement, vous avez des frameworks qui vont vous faire du MVC, vous avez des choses qui ne vont pas du tout utiliser Connect et pas du tout la logique des middleware. Vous avez d'autres approches pour faire des serveurs web. Express, c'est la solution, on va dire standard, c'est la plus utilisée de très très loin. Elle correspond à la majorité des besoins, elle est simple. Cependant, si vous avez des gros projets avec des très grosses teams, vous avez peut-être envie d'aller voir un certain nombre d'autres serveurs, ne serait-ce que pour comparer, voir si c'est plus intéressant pour vous. Donc si vous avez, si des gens ici connaissent d'autres serveurs et ont envie de faire une conf dessus pour montrer leur point fort, leur point faible et compagnie, je vous invite à venir en parler. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'il existe des surcouches d'Express qui auraient déjà paramétré pas mal de choses qui, pour les gens un peu paresseux? Zappa est une surcouche d'Express. Globalement, c'est un Express avec un truc que j'aime pas qui s'appelle CoffeeScript, ainsi qu'un certain nombre d'autres petites choses. Et c'est la seule, il y avait pas... Il doit y en avoir d'autres. J'ai pas entendu le nom. Tu as essayé Sales? J'en ai fait un petit peu, mais c'est rien dire. Ouais, c'est pas mal. Sales. Si tu as déjà fait du Rails, si tu as déjà fait du Ruby on Rails, c'est très bien. Tous les outils de génération qui sont exactement les mêmes lignes de commande que sur Ruby on Rails. Tu fais ton générer scaffold, tes modèles, tes contrôleurs, etc. Et ça génère pareil, toutes tes routes, tes contrôleurs, tes modèles. Donc c'est pas mal. Ça s'appelle Sales, c'est ça? Sales.js, ouais, comme la voile. D'accord, comme la voile. Bien. D'autres questions? Ok. Ah.
Express dans tes projets pro ou pas pro. Quelles sont les limitations que tu trouves dans Express? Il faut avoir une bonne organisation des routes, je pense, dans Express. Parce que justement, on n'a pas un framework qui nous oblige à cadrer ça à cadrer ça dans une vision bien stricte. Donc, à mon avis, il faut bien en gros découper ces routes en fonctionnalités, voire en modules. Je pense que ça, c'est un truc qui quand on est dans un petit projet, on s'en fiche un peu, puis quand ça grossit, il faut refactor pas mal pour arriver à faire ça. Sinon, à part ça, Express, j'ai pas encore eu vraiment de choses à leur projet. Bien. Si. Question purement pratique. Est-ce que le code que tu as utilisé là pour la démo, il sera disponible en ligne Oui. Il est versionné, hein, comme je l'ai déjà versionné pour la démo. Je vais vous donner le lien, je pense, par mail, ce sera plus simple. Ou encore mettre un meetup. Voilà. On a l'intention de faire sur le site node.jsparis.fr des pages pour chaque meetup. Sur les pages de meetup, les pages des talks qui ont été faites durant le meetup, si on peut, les vidéos et les slides, et donc aussi le code. Et ça, pour ça, il faut le coder, si quelqu'un veut participer. Si ça utilise Express. Bon, on va passer à la convo d'après.